folo ni la bisa tigɛ foro ni daari ɲɔgɔn ka tigɛ ni sɛnɛ i bɛna farafin nɔgɔ kɛ ni wotoro ye ka taa bɔn ye ka pour que ka tigɛ ni sɛnɛ a bɛ den kɛ n'a ɲɛna ni san wɛrɛ nɔgɔ min bɛ to o yɔrɔ la ni o b'o yɔrɔ ni minɛ ka dɔ wɛrɛ yira ara sisan. Edwige est parmi les 80% de la population burkinabé qui vivent de l'agriculture et pour qui la terre constitue un important moyen d'existence. En plus de l'accès insécurisé à la terre que Edwige subissait comme de millions d'autres femmes burkinabées, les terres sont menacées par une dégradation progressive. L'usage excessif d'herbicides et de pesticides, surtout appliqués pour la production de coton, la coupe abusive du bois et le système de production agricole extensif, ainsi que les effets des changements climatiques, aboutissent à l'érosion et à la diminution de la fertilité des sols. La forte croissance démographique provoque une ruée vers la terre fertile qui est de plus en plus difficile à retrouver. La population burkinabé qui compte environ 20 millions aujourd'hui aura doublé d'ici 2047. Pour faire face à la dégradation des sols, le Burkina Faso s'est engagé depuis les années 70 dans de nombreuses initiatives pour la promotion des pratiques de gestion durable de terre. La coopération allemande accompagne l'État burkinabé dans la gestion durable des ressources naturelles depuis de nombreuses décennies, avec le but de protéger et de restaurer des sols. La GIZ a mis en place un programme connu sous le nom de ProSol depuis 2015 dans 5 pays, dont le Burkina Faso. Le programme Réhabilitation et protection des sols pour la sécurité alimentaire est un programme qui est issu d'une initiative spéciale du ministère de la coopération allemande, le BMZ, et qui a pour objectif de promouvoir des approches de protection et de réhabilitation des sols dans le but d'assurer la sécurité alimentaire dans certaines zones du monde et en particulier au Burkina Faso. Nous intervenons dans la région des Hauts-Bassins au niveau de 2 provinces, la province du Tuy et la province du Houé. Le ProSol pour but principal de mener des activités de protection, récupération, restauration et conservation des sols. Avec la perspective de développer de nouvelles approches de coopération au développement, le BMZ a mandaté le TMG Research d'accompagner le travail de la GIZ à travers des recherches. C'est dans ce cadre donc que nous avons eu l'opportunité de collaborer avec des instituts de recherche comme le TMG ou le GRAF pour aller plus loin dans des approches innovantes de gestion foncière dans le terroir burkinabé. TMG Research and Think Tank à but non lucratif basé à Berlin qui s'appuie sur une approche transdisciplinaire dans ses activités de recherche. C'est-à-dire que nous valorisons tous les savoirs et connaissances des chercheurs, des politiciens, des producteurs, même des jeunes. Et avec tous ces acteurs, nous développons des solutions innovatrices pour un futur durable. Nous travaillons dans plusieurs pays du monde, au niveau local jusqu'au niveau international. Et au Burkina Faso, notre partenaire principal de recherche, c'est le GRAF. Le GRAF, c'est un groupe de recherche et d'action sur le foncier. C'est un réseau d'experts sur les questions foncières qui existe depuis 2001 et qui donc travaille sur le foncier dans toutes ses dimensions. Nous conduisons à la fois des études, nous mettons en œuvre des projets, nous apportons un appui conseil aux organisations des producteurs, aux collectivités territoriales. Nous sommes également dans l'influence de politique. Qu'est-ce que les études du GRAF et du TMG ont apporté exactement? Nous avons constaté que pendant que les projets soient en cours, les producteurs et productrices appliquent très bien les technologies de GDT normalement. Après une intervention de GDT a pris fin, le taux d'adoption des technologies est très faible. Une contrainte majeure, c'est l'insécurité foncière. Donc, les producteurs et productrices sont découragés d'investir dans la réhabilitation et protection des sols et ça affecte surtout les groupes vulnérables. L'absence de sécurité foncière ne permet pas aux femmes, aux migrants, aux éleveurs et aux jeunes d'investir durablement dans la gestion des terres.
Vous savez, les femmes ont surtout un accès annuel à la terre. On leur cède une terre cette année et l'année prochaine, on leur demande d'aller sur une nouvelle parcelle. Souvent, les projets sont conçus de façon qu'ils n'ont pas assez de ressources ni de capacités pour intégrer la gouvernance foncière. Ça fait que la durabilité de ces projets est très limitée. Nous avons tenté de résoudre le problème en imaginant un processus simple, réplicable ailleurs et peu coûteux par une recherche-action participative. Dans le cadre de la recherche-action, Tiarako, un village de la commune rurale de Satiri, dans la province du Houé, a servi de modèle pour tester une approche innovante de clarification et de stabilisation des droits d'usage à la terre des femmes dans un contexte où les structures locales de gestion foncière, telles que prévues par la loi, ne sont pas encore entièrement opérationnelles et où la sécurisation foncière au moyen d'actes juridiques, comme les attestations de possession foncière rurale, APFR, n'est pas encore disponible. Il s'agissait donc d'accompagner des acteurs locaux dans des ententes foncières qui sécurisent les droits d'usage des femmes dans des durées leur permettant d'investir dans la gestion durable de leurs terres. Houndé, dans la province de Tui, sera la deuxième commune dans laquelle ce processus sera testé. Le processus de Tiarako s'appuie sur une forte implication des acteurs concernés. Des rencontres multi-acteurs ont permis de concevoir conjointement la démarche et de décider ensemble comment chaque acteur sera impliqué avant que 2 experts du GRAF séjournent à Tiarako pour l'accompagnement des acteurs locaux et communaux dans la mise en œuvre du processus qui a été déroulé en 10 étapes. La première étape, c'est l'étape d'information et de sensibilisation de la population du village de Tiarako. Précisément, ce sont des rencontres qui ont été menées avec les producteurs, les femmes, les coutumiers et tous leurs leaders locaux pour discuter de la question de l'accès sécurisé des femmes à la terre. La deuxième étape, c'est les enquêtes socio-foncières. Ces enquêtes ont consisté à recenser, à savoir qui est possesseur de terre et qui est en situation de prêt ou en location. La troisième étape, c'est le recensement des chefs d'exploitation agricole. C'est l'étape qui a consisté à prendre tous les chefs d'exploitation volontaires avec leur nom, prénom et la superficie de leur champ même et le statut foncier de leur champ, c'est-à-dire si ces champs les appartiennent ou pas, ou bien s'ils sont en situation de prêt, avec le nombre d'actifs, c'est-à-dire le nombre de personnes qui les aident à travailler sur ces champs et aussi à connaître ce qu'ils veulent, superficie qu'ils veulent céder. Dugumɔlɔ fana y'a filɛ ale koɲa nin ka ɲi kosɛbɛ ko ne wolo an y'a mɛn an bɛna ɲɔgɔn ye k'a fɔ mɔgɔ bɛɛ ɲɛna minnu b'a fɛ ka foro di o ka musow ma. La quatrième étape du processus a consisté en des négociations. Ces négociations se faisaient entre les propriétaires terriens et les chefs d'exploitation qui avaient l'intention de céder des parcelles aux femmes. On a vu les propriétaires terriens, ils nous ont donné les terres. Après nous aussi, bon, quand on voulait donner les terres là, à nos femmes, nous sommes partis chez eux les voir pour qu'ils puissent nous aider aussi, nous donner le temps si c'est possible. La cinquième étape était une étape de négociation maintenant entre les chefs d'exploitation et les femmes auxquelles ils veulent céder des parcelles. Sixième étape, à l'issue des négociations entre les chefs d'exploitation et les propriétaires terriens, il y a eu d'autres négociations qui ont porté sur les superficies qui seront accordées aux femmes. Et tout cela sera consolidé et restitué à la communauté. Et c'était vraiment une séance publique où nous avions pris la situation nom par nom et réellement ceux qui ont les bénéficiaires également, ils ont été nommés devant l'Assemblée
Et les superficies sur lesquelles ils se sont entendus également ont été communiquées. Et effectivement, chacun s'est retrouvé dans le document. La 7e étape devait permettre aux techniciens de restituer les résultats auxquels ils sont parvenus dans le village. Cette entente villageoise qui a été enregistrée va être portée par la commune. Alors, il faut expliquer à la commune ce qui a été fait. Elle était présente depuis le début du processus, mais à la fin, c'est elle qui doit expliquer à la population comment les ententes vont être formalisées pour respecter leurs intentions. La 8e étape a consisté à géoréférencier les parcelles cédées aux femmes. Au moyen d'un GPS, l'agent d'agriculture, appuyé par une partie de la population, a levé les coordonnées géographiques des champs cédés aux femmes. La 9e étape, c'est une étape qui a consisté à valider en assemblée générale villageoise, présidée par le maire de la commune de Satouli, les superficies cédées aux femmes avec les conditions. Donc c'était une étape qui était importante, qui a permis de savoir réellement si les hommes ont décidé de céder les parcelles aux femmes et si les superficies qu'ils ont cédées, tout le monde s'est entendu sur ces superficies-là. La 10e étape, c'est la validation du PV des ententes foncières. C'est un procès verbal qui décline les conditions d'accès des femmes à la terre, dans lesquelles les hommes ont cédé des superficies de terre aux femmes, et qui définit également les superficies exactes avec leur localisation et l'empreinte ou la signature des hommes qui ont cédé ou l'empreinte ou la signature des femmes qui ont cédé. Ce processus sur l'accès de la femme à la terre, à quoi a-t-il abouti? Hectare nan koroma hectare kelinge kabaye, ka hectare kelinge sosoye, ka hectare kelinge benaye, ka hectare kelinge tikene kuruye. Tiana ane muso folofolona antinti foro di muso ma ka barake ko muso tale ni ali tintanfe antinto ke muso kone tumise ka tren foro dare ka tresene ane tren kuru ka boara ka foko sanyo kaba ka o foro di muso ma ko ayere tale ni o tintanfe. Mais depuis gravement nana kabara damna san sabana le ambara uluko anga dugukolo di musoma o yere ka ke o yere tai ansigira ka nyon sere chanchana ya ye hakli ni kai du koroni femi sem demdenu bi karani ke kelenti se kalonai o koso ni fana ko aka yoro deni do dima o fana to ka anta kelengele yala anga nyon deme mo nana ladi ka kumaima faye ani muso muso gorati oti jorne le ko atise ka ke mais donc anana ke be ani muso dugmo bena ka o koni ke barakamakoi. Et les autres acteurs, qu'est-ce qu'ils trouvent du processus testé à Tiarakou? Le total des exploitants qui ont cédé, il y a 154 hommes qui ont accepté de céder des terres à près de 230 personnes. Chose que c'est moi-même ma première fois de voir ça, que de façon informelle on disait bon, on donnait juste un petit morceau pour faire de l'arachide, pour faire un peu de gombo, un peu de piment, mais donner carrément un terrain pour exploitation, outre ces petits trucs, je n'avais jamais vu. Une des leçons que nous avons pu tirer de ce processus est qu'il faut faire beaucoup attention au départ à ce que la population, toute la communauté concernée soit bien informée. Autrement, vous allez reprendre des étapes parce que les communautés mettent du temps à réagir. Ce processus est adapté au contexte culturel, sociologique des populations de Tiarakou. Parce que la question foncière, c'est une question sociale et culturelle. J'allais dire, l'approche participative, elle est très bonne, avec l'implication de l'ensemble des acteurs, à savoir les communes, les services techniques
et même certains partenaires extérieurs. Vu l'application des autorités, des chefs coutumiers, plus les hommes même du village, ça a donné une force particulière aux femmes de croire en eux-mêmes pour pouvoir continuer le combat même après le projet. Les services techniques ont été impliqués dans l'information sensibilisation. Aujourd'hui, avec la sécurisation qui est en train de mise en place, les services techniques auront un rôle d'appui, suivi, appui, conseil. Ici, dans ce programme, on a privilégié l'aspect légitimation sociale des ententes foncières. Parce que tu peux avoir une APFR, une attestation de possession foncière rurale, du point de vue de la loi, mais ne pas pouvoir exercer tes droits sur la parcelle en question parce que localement, les gens ne sont pas d'accord avec le fait que tu exploites la parcelle. Donc notre souhait aujourd'hui, pour pérenniser cette activité, que ça ne se limite pas seulement à un seul village. Déjà, le processus nous a vraiment aidés. Nous avions déjà de l'expérience à travers ça. Alors, si réellement il y a des mesures d'accompagnement, je pense qu'on peut vraiment aller à une échelle, pas seulement au niveau village, mais au niveau commune. Je trouve que cette approche qui est la bienvenue, cette approche qui va vraiment répondre à un besoin crucial que vivent les femmes au sein de la commune, vient en tout cas trouver une démarche que la commune même a initiée pour l'autonomisation financière de la femme. Pour une meilleure sécurité alimentaire dans nos pays, il faut la participation de la femme. On sait également que travailler dans l'agriculture, c'est travailler sur des questions foncières. Les femmes ont besoin d'avoir accès de façon sécuritaire à la terre pour mieux développer les techniques culturelles et de conservation, production de la terre afin de mieux participer à cette sécurité alimentaire. Le constat aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus un acteur foncier, des actrices au niveau du foncier qu'il ne faut pas négliger.